Bonjour, je remercie le Théâtre Auditorium de Poitiers et Frédéric Chauveau de m'avoir invité à ces rencontres Michel Foucault. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de Foucault et du scandale de l'expertise. En janvier 1930, le journaliste Paul Allard évoque dans l'Écho de Tlemcen un débat virulent mené par Andréès, qui est président de la commission de législation criminelle, qui vitupère contre ce qu'il n'hésite pas à nommer le scandale des experts. Le juriste condamne le recours aux experts qu'il estime excessif. Il dénonce le poids trop grand de leurs conclusions dans les affaires. Je cite, finalement, c'est uniquement sous le rapport d'experts qu'à l'heure actuelle on juge les gens. Ce qui se joue ici, c'est un dangereux déplacement de responsabilité. Les juges ne seraient plus maîtres de leur verdict et ils devraient se plier au résultat d'une expertise dont ils ne sont finalement que les commanditaires. Ainsi, l'intervention de l'expert dans l'arène judiciaire serait-elle scandaleuse parce qu'elle déstabiliserait l'ordre établi du fonctionnement judiciaire. L'expertise aurait pris une telle place et une telle importance que ses conclusions obéreraient tout le travail des juges. Et d'une certaine façon, le philosophe Michel Foucault a tenté de contredire ce point de vue. Plus exactement, il s'est donné la peine d'aller au-delà de ce qui apparaissait comme une évidence pour Paul Allard. Pour ce faire, il m'a semblé que la catégorie de scandale mobilisée par le journaliste constituait précisément un outil analytique relativement pertinent pour saisir le rôle du discours expert dans l'histoire. Le scandale, comme le rappelait Éric de Dampierre, c'est un éclat qui survient au sein d'une collectivité de personnes. Glissant de la théologie à la morale publique, un événement n'est scandaleux que s'il heurte certaines valeurs socialement reçues. Dans le cas de l'expertise judiciaire examinée par Foucault, le scandale naît d'un ensemble d'assignations lexicales qui vont décrire des manières d'être. Avec l'expertise, quelque chose s'ouvre dans l'enclos étroit du rituel judiciaire qui est là pour signaler des transgressions. Les historiennes et les historiens ont bien montré comment au XIXe siècle émergeait la figure de l'expert criminel dans les tribunaux, dont tous les gestes, les pratiques et les modalités d'expression, dans la rédaction d'un rapport notamment, vont imposer un certain type de discours au sein des prétoires, assumant peu à peu la spécificité d'une position qui est un peu ambivalente entre les savoirs d'une part et la justice d'autre part. Et je soutiens que cette brèche-là, ouverte par l'expertise dans le discours judiciaire, constitue un enjeu historique beaucoup plus vaste encore, et qu'il a été au centre d'une attention continue de Michel Foucault. Même si les experts et l'expertise judiciaire n'occupent pas une place centrale dans les recherches et les analyses de Foucault, il me semble important de comprendre comment le philosophe a considéré l'expertise lato sensu dans une série de processus historiques. Et en pointant le potentiel scandaleux de l'expertise, en insistant sur sa capacité à reconfigurer les modalités d'articulation entre actes criminels et production d'un savoir situé, nous tenterons de repérer dans l'œuvre de Foucault tous ces points d'appui de la réflexion informée historiquement sur les capacités performatrices des discours qui s'autorisent de la science sans en fait toujours mobiliser des faits rationnels. Comment le philosophe définit-il l'expertise ? Pourquoi la psychiatrie a été plus particulièrement le domaine le plus fécond pour lui pour penser l'expertise ? En quoi la production d'un savoir requis, quelles que soient les formes de cette sollicitation, peut conduire à un scandale, ce brusque remuement des valeurs établies. Ce sont ces quelques questions que je propose d'explorer en parcourant chronologiquement l'œuvre de Foucault. Je fais le pari que la notion d'expertise s'est étoffée peu à peu tout au long de son travail, depuis l'histoire de la folie jusqu'à celle de la sexualité, en passant par l'émergence de la discipline. 3 phases principales donc dans l'approche foucaldienne de l'expertise se distinguent. La première va concerner la mise à l'écart de l'expertise à l'âge classique. La deuxième va signaler l'émergence du potentiel scandaleux de l'expertise, et la troisième va correspondre à l'étude des discours savants sur le sexe comme mobilité spécifique du scandale. C'est dans l'histoire de la folie que Foucault évoque pour la première fois la question de l'expertise. Il s'agit de comprendre comment le droit dit la folie. Cette première approche est importante, parce qu'elle va fixer, pour un temps au moins, l'attention du philosophe sur les mécanismes légaux d'assignation de certains phénomènes par le savoir expert à des catégories qui sont socialement reconnues. Foucault, dans le chapitre qu'il consacre aux expériences de la folie, propose un renversement chronologique. Il invite à ne pas considérer l'inertie des espaces d'enfermement comme une sorte d'évolution fatale pour la claustration des fous. Il soutient au contraire qu'autour de ces institutions témoins, le XVIIe siècle va nouer des parentés inconnues avec des figures morales et sociales qui lui étaient alors étrangères. Ce qui subsiste à l'âge classique, ce sont 2 structures. D'une part, l'hospitalisation juxtaposée à l'internement. Si l'une est plus neuve et plus vigoureuse, l'autre
n'est en fait jamais totalement réduite. Et de cette dualité-là vont naître des dispositions variables quant au rôle de l'expertise. Pour l'hôpital, Foucault évoque la reconnaissance de la folie dans le droit canon comme dans le droit romain par l'intermédiaire du diagnostic fourni par la médecine. La jurisprudence chrétienne, rappelée par le médecin italien Paul Zacchias au XVIIe siècle, insiste sur le fait que seul le médecin peut être compétent pour juger si un individu est fou. Mais cette évidence n'en est plus une 150 ans plus tard. La participation médicale à l'expertise ne sera finalement plus reconnue comme un allant de soi. Il faudra l'établir à nouveau frais. Donc Foucault distingue bien la pratique de la médecine de l'expertise. L'acte expert n'est pas consubstantiellement lié aux connaissances nosographiques. Il constitue une procédure qui peut ou non intégrer un savoir médical. Au temps de Zacchias, il existe des signes, une tristesse continue et sans motif pour la mélancolie, de la température pour distinguer la frénésie de toutes les formes apyrétiques de la fureur, qui donnent au médecin la capacité de porter un jugement, de décréter qu'il y a ou non maladie. Encore que ce travail de repérage ne constitue qu'une entrée en la matière. Il faut déterminer quelles sont les facultés atteintes, la mémoire, l'imagination, la raison, et de quelle manière et jusqu'à quel degré elles sont atteintes. L'expertise ne constitue pas ici une forme scandaleuse d'intervention du savoir. En fait, elle participe là pleinement de l'affirmation du droit et va se conjuguer à la capacité d'évaluation des juges. Ainsi, dans le cas où l'amour est aliénation, il est possible qu'avant même de faire appel à l'expert médical, le juge puisse s'en douter s'il observe dans le comportement du sujet une coquetterie excessive, une recherche perpétuelle des parures et des parfums. Mais tous ces signes ne font guère qu'esquisser une probabilité. Fussent-ils tous réunis, ils n'emporteraient pas encore la décision. Les marques indubitables de la vérité, c'est au médecin de les découvrir. In fine, cependant, l'expertise du savant dans l'antre hospitalière permet de trancher. Foucault nous dit les pouvoirs de décision sont remis finalement au jugement médical. Lui et lui seul est introduit dans le monde de la folie. Lui et lui seul permet de distinguer le normal et l'insensé, le criminel de l'aliéné irresponsable. Au contraire, dans le cas de l'internement, en aucune manière elle ne s'ordonne autour d'une décision médicale. Le renfermement esquisse une partition différente des savoirs. Si selon les textes, il semble qu'une expertise médicale soit toujours requise pour l'internement, dans les faits, cette disposition, nous dit Foucault, n'est peu ou pas appliquée. Et le philosophe note, en ce qui concerne l'enfermement des fous, qu'il est très rare de voir des magistrats recourir à une expertise médicale. Il souligne que jusqu'en 1693, tous les internements à Saint-Lazare se sont faits sur ordre du magistrat, et porte, en dehors de tout certificat médical, les signatures du premier président du lieutenant civil, du lieutenant au Châtelet ou des lieutenants généraux de province. Donc en ce point précis, le scandale ne réside pas dans l'éventualité d'une expertise savante qui viendrait dire le vrai de la folie, en pointant ses signes, en découpant ses symptômes, en dégageant ses manifestations. Ici, ce sont bien les convenances d'un certain ordre moral qui sont en jeu. La folie appartient désormais au domaine de la sensibilité sociale, se rapprochant par là du crime, du désordre, du scandale. Elle peut être, nous dit Foucault, jugée comme eux par les formes les plus spontanées, les plus primitives de la sensibilité. Dans le processus d'internement, l'expertise savante est absente. Ce qui peut déterminer et isoler le fait de la folie, ce n'est pas tellement la science médicale, mais plutôt une conscience susceptible de scandale. Dans cette mesure, les représentants de l'Église ont une situation privilégiée, plus encore que les représentants de l'État, pour porter un jugement sur la folie. La folie heurte les consciences chrétiennes, déroge au code moral qu'elle établit. Il ne faut donc point y mêler les avis informés des médecins. Par-delà même les valeurs propres à l'Église, l'enjeu reste l'enfermement des fous au XVIIIe siècle, et il faut taire les sclandres. Foucault remarque que lorsqu'en 1784, Breteuil limitera l'usage des lettres de cachet et les laissera en fait tomber en désuétude, il insistera quand même pour que, dans la mesure du possible, l'internement n'ait pas lieu avant la procédure juridique de l'interdiction. Donc il s'agissait bien de faire passer le pouvoir de décision à une autorité juridique qui n'a pas recours aux médecins. L'interdiction, en effet, ne comporte aucune expertise médicale. Elle est une affaire réglée entièrement entre les familles et l'autorité judiciaire. Lorsque dans l'histoire de la folie, Foucault aborde pour la première fois le thème de l'expertise, donc, c'est bien autour de la rupture potentielle dans l'ordre moral et social qu'il situe la puissance subversive du savoir. Le philosophe pointe la dualité hôpital-internement, enracine le premier dans un dispositif qui soumet le pouvoir juridique au savoir médical, et discerne dans le second une autonomie complète de la loi à l'endroit des connaissances sur la folie. L'expertise pourrait encourager le scandale, ou à tout le moins le publiciser, ce qui est l'effet précisément craint dans le processus d'enfermement. Cette enquête, qui n'est jamais complètement thématisée dans l'œuvre de Foucault, va se poursuivre via le questionnaire sur les disciplines.
Foucault affine, ou plutôt stylise la pratique de l'expertise dans son cours au Collège de France de l'année 1975 consacré aux anormaux. Il prend le temps, en particulier dans les 2 premières leçons de janvier, de déplier une chronologie assez complète qui va du XVIIIe jusqu'au XIXe siècle. La démonstration n'est pas linéaire et il apporte de la suivre pas à pas pour comprendre ce que le philosophe a condensé en quelques paragraphes ensuite dans Surveiller et punir. D'une certaine façon, ce cours au Collège de France de 1975 constitue un long excursus de l'ouvrage paru la même année. L'exposé s'ouvre sur 2 rapports d'expertise psychiatrique en matière pénale. Le premier date de 1955, le second de 1974. Dans le premier cas, c'est l'histoire d'une femme et de son amant qui avaient tué la petite fille de la femme. L'homme, l'amant donc de la mère, avait été accusé de complicité dans le meurtre, ou en tout cas d'incitation au meurtre de l'enfant, car il avait été établi que c'était la femme elle-même qui avait tué de ses mains son enfant. L'expertise qui dresse le profil des meurtriers dans cette affaire comprend 3 propriétés. La première, nous dit Foucault, c'est de pouvoir déterminer directement ou indirectement une décision de justice qui concerne après tout la liberté ou la détention d'un homme. À la limite, la vie et la mort. Deuxième propriété, ce pouvoir, ils le détiennent de quoi? De l'institution judiciaire, peut-être, mais ils le détiennent aussi du fait qu'il fonctionne dans l'institution judiciaire comme un discours de vérité parce que ce discours a statut scientifique ou comme discours formulé exclusivement par des gens qualifiés à l'intérieur d'une institution scientifique. Et troisième propriété, nous dit Foucault, ce sont des rapports d'expertise qui font rire. En effet, les termes employés dans le texte d'expertise lu par Foucault suscitent l'hilarité de la salle où il donne son cours. On peut penser ici que la description dans le second texte, notamment d'un inculpé qui, je cite, se vautre dans le stupre, s'oublie dans la paresse, se contente de changer des disques dans une boîte de nuit au lieu véritablement de travailler, sont à l'origine de ces rires. Et Foucault remarque que les discours quotidiens de vérité qui tuent et qui font rire sont là au cœur même de l'institution judiciaire. Or, les capacités comiques du discours d'expertise ne sont pas nouvelles. Foucault rappelle qu'à la fin du XVIIIe siècle, la manière dont on administrait la preuve de la vérité dans la pratique pénale suscitait à la fois l'ironie et la critique. Le philosophe fait ici référence au système des preuves pleines, incomplètes, entières, des indices, des autres adminicules qui proposaient une sorte d'arithmétique de la culpabilité. L'expertise contemporaine ne suit pas la même voie que le jugement calculatoire de l'Ancien Régime. La fin de la période moderne correspond au remplacement de cette curieuse et alambiquée sommation des reproches par le principe de ce qu'on appelle l'intime conviction. Celle-ci, à l'époque, est circonscrite par des règles bien identifiables. D'abord, on ne doit pas condamner avant d'être parvenu à une certitude totale. La peine doit obéir à la loi du tout ou rien. Ensuite, il n'est plus possible de valider seulement des preuves définies et qualifiées par la loi. Il est admis que toute preuve doit pouvoir être acceptée. Enfin, il importe de tenir compte de la conviction d'un sujet quelconque, d'un sujet indifférent, nous dit Foucault, qui est susceptible de connaissance et de vérité. Foucault parle d'un régime anonyme de vérité pour un sujet supposé universel. Mais la ruse de la raison historique se cache dans la possibilité qu'un doute recouvre l'appareil probatoire. De là, l'intime conviction se trouble. Il est possible de moduler la peine selon l'incertitude de la preuve. Foucault ajoute une seconde pratique qui conduit également à fausser le principe de l'intime conviction. Il note que certaines preuves ont en elles-mêmes des effets de pouvoir, des valeurs démonstratives qui sont plus grandes les unes que les autres et indépendamment de leur structure rationnelle propre. Le rapport vérité-justice émerge donc comme la problématique judiciaire essentielle. Le philosophe va localiser dans l'expertise le principe explicatif de l'efficacité du pouvoir juridique. Il se trouve, nous dit-il, qu'au point où viennent se rencontrer l'institution destinée à régler la justice d'une part et les institutions qualifiées pour énoncer la vérité d'autre part, au point plus brièvement où se rencontrent le tribunal et le savant, où viennent se croiser l'institution judiciaire et le savoir médical, en ce point se trouvent être formulés des énoncés qui ont le statut de discours vrai, qui détiennent des effets judiciaires considérables et qui ont pourtant la curieuse propriété d'être étrangers à toutes les règles, même les plus élémentaires, de formation d'un discours scientifique. D'être étrangers aussi aux règles de droit, d'être au sens strict grotesque. L'expertise devient donc cette discursivité dont les règles d'énonciation n'appartiennent complètement ni au champ scientifique ni au champ pénal. Donc cet entre-deux incertain est occupé par un appareil probatoire constitué en contrepoint de ses propres principes d'énonciation. C'est en ce sens qu'on pourra qualifier l'expertise de scandaleuse. Elle contrevient au principe du savoir savant comme à celui du droit. Pourtant, son efficacité est manifeste. Et
Foucault va pointer le potentiel scandaleux de l'expertise en recourant à la catégorie du grotesque qu'il entend en un sens sinon absolument strict, du moins, nous dit-il, un petit peu serré ou sérieux. Il désigne donc par grotesque le fait pour un discours ou pour un individu de détenir par statut des effets de pouvoir dont leur qualité intrinsèque devrait les priver. Une puissance dont l'incarnation est contradictoire avec ses manifestations n'est pas le propre de l'expertise dans le cadre judiciaire. Et Foucault va soutenir que le grotesque est fort ancien dans les structures de fonctionnement politique de nos sociétés. Il pointe le cas de l'Empire romain, où ce fut précisément une manière, sinon exactement de gouverner, du moins de dominer, que cette disqualification quasi théâtrale du point d'origine, du point d'accrochage de tous les effets de pouvoir dans la personne de l'empereur. L'effet scandaleux de ce discours grotesque, qui est celui de l'époque contemporaine, de l'expertise judiciaire, réside dans l'impossible reconnaissance de ses fondements au sein de champs scientifiques, juridiques, qui sont censés être ceux de son domaine d'application. Toutefois, et paradoxalement, c'est parce que l'expertise se détache scandaleusement de ses conditions normales d'énonciation qu'elle se charge elle-même d'une efficacité pratique. Le grotesque, cette stylisation du scandaleux dans l'application du pouvoir, est au principe d'un processus crucial qui est l'introduction de doublés successifs. Il ne s'agit pas pour ces discours psychiatriques en matière pénale d'instaurer une autre scène, mais au contraire de dédoubler les éléments sur la même scène. Il ne s'agit donc pas de césure qui marque l'accès au symbolique, mais de la synthèse coercitive qui assure la transmission du pouvoir et le déplacement infini de ses effets. Pour pouvoir rendre efficace un discours d'expert, il convient d'opérer une duplication des éléments soumis à la justice. Le scandaleux, ce heurt des valeurs communes, s'immisce ici dans ce processus de dédoublement, garant de l'efficacité des puissances à l'œuvre. Foucault précise quelque peu la chronologie de ce qui semble établi comme une configuration contemporaine. Il note que l'expertise psychiatrique permet de doubler le délit, tel qu'il est qualifié par la loi, de toute une série d'autres choses qui ne sont pas le délit lui-même, mais une série de comportements, de manières d'être, qui bien entendu dans le discours de l'expert psychiatrique sont présentés comme la cause, l'origine, la motivation, le point de départ du délit. L'expert quitte d'une certaine façon les rivages du savoir établi pour s'avancer vers le judiciaire en lui fournissant des éléments qui peuvent s'intégrer dans sa maïeutique probatoire. Et Foucault va soutenir que le discours de l'expert fournit la substance, la matière même punissable. Il fait remarquer que la loi pénale telle qu'elle émerge du Code Napoléon de 1810, qui était au principe reconnu dans les codes intermédiaires de la Révolution, prévoit que ne sont condamnables que des infractions qui ont été définies telles par la loi, et par une loi qui doit être antérieure à l'acte en question. Or, s'interroge Foucault, que fait l'expertise par rapport à cette lettre même de la loi? Quel type d'objet fait-elle apparaître? Quel type d'objet propose-t-elle au juge comme étant objet de son intervention judiciaire et cible de la punition? Foucault relève un certain nombre de termes qui sont présents dans une brève série d'expertises qui datent toutes des années 1955-1974. Immaturité psychologique, personnalité peu structurée, mauvaise appréciation du réel, profond déséquilibre affectif, sérieuse perturbation émotionnelle, compensation, production imaginaire, manifestation d'un orgueil perverti, jeu pervers, hérostratisme, alcibiadisme, donjuanisme, bovarisme. Ce répertoire de qualificatifs qu'emploie l'expert est un moyen, nous dit Foucault, de passer de l'acte à la conduite, du délit à la manière d'être. Il s'agit, nous dit encore Foucault, de savoir, en quelque sorte, à quel niveau se situe la conduite de l'individu. Ces façons de configurer les comportements permettent de déplacer le niveau de réalité de l'infraction, puisque ce que ces conduites enfreignent, ce n'est pas la loi. Aucune loi n'empêche d'être déséquilibré. Effectivement, aucune loi n'empêche d'avoir des perturbations émotionnelles. Même aucune loi n'empêche d'avoir un orgueil perverti. Non. Ce que les experts mettent au jour par cette diaprure de caractéristiques comportementales, c'est un niveau de développement optimum, de qualité morale et de règles éthiques. La parole experte s'est détachée du socle scientifique. Et plus exactement, en redoublant les éléments constitutifs de l'acte criminel, la parole scientifique va catégoriser de façon axiologique précisément afin de scandaliser. Elle produit une normativité morale qui participe de la dénonciation des crimes et de leur horreur. L'expertise psychiatrique permet de délégaliser l'infraction telle qu'elle est formulée par le code, nous dit Foucault, pour faire apparaître derrière elle son double, qui lui ressemble comme un frère ou une sœur, qui est en fait non plus justement une infraction au sens légal du terme, mais une irrégularité par rapport à un certain nombre de règles qui peuvent être physiologiques, psychologiques ou morales. En somme, l'expertise se déplace de l'explication du crime, qu'elle ne réalise pas,
vers la chose elle-même qu'il faut punir et sur laquelle elle doit mordre et avoir prise, c'est-à-dire l'appareil judiciaire. Par-delà le crime, l'expertise offre au tribunal la possibilité de punir les conduites irrégulières qui auront été proposées comme la cause, le point d'origine, le lieu de formation du crime et qui n'ont été que le doublé psychologique et moral. L'expertise permet l'éclosion du scandale parce qu'elle déploie une sémantique de la norme, un ensemble de qualificatifs qui s'autorisent de la science pour projeter des valeurs morales. Elle rend le crime socialement insoutenable et cette discursivité du scandale, qui vise la promotion des conduites autorisées par le pouvoir, s'inscrit dans ce vaste domaine des technologies disciplinaires. Et Foucault va assigner à l'expertise une deuxième fonction, qui est de doubler l'auteur du délit par ce personnage nouveau apparu au XVIIIe siècle, qui est le délinquant. Le philosophe rappelle la loi de 1810 qui requérait l'expert uniquement pour savoir si l'individu inculpé était, au moment où il a commis l'action, en état de démence, ce qui était dès lors le délier de sa responsabilité. L'évolution progressive jusqu'à l'époque contemporaine de la procédure d'expertise a délaissé cette quête de la folie pour se concentrer sur les antécédents en quelque sorte infraliminaires de la pénalité. L'expert doit discerner le crime avant le crime, pointer les signes avant-coureurs dans l'histoire de l'inculpé, ce que Foucault appelle la faute sans infraction. Dans la perspective d'une médicalisation des comportements délictueux, il s'agit d'une quête parapathologique, puisqu'en fait, de maladie, c'est un défaut moral qu'il faut faire apparaître. Dans sa démonstration, Foucault cite le cas du dossier Rivière. Cet assassin qui a massacré sa famille au XIXe siècle et dont il a édité le texte d'aveu 2 ans plus tôt. Il assure que, dans ce cas, daté de 1836, on retrouve bien une reconstitution anticipatrice sur une scène réduite du crime lui-même. Le point vers lequel tend cette généalogie du sujet criminel, c'est le désir. Foucault assure que tous ces détails, toutes ces minutes, toutes ces petites vilainies, toutes ces choses pas très régulières, l'expertise montre comment le sujet y est effectivement présent sous la forme du désir du crime. Le savoir est mis au service d'une entreprise morale qui traque la pulsion malsaine. Le désir de l'inculpé est fondamentalement mauvais. Cette matrice de comportements irréguliers dissout la question de la responsabilité et va détourer une personnalité juridiquement indiscernable. Foucault parle d'un processus de réification puisque le criminel devient l'objet d'une technologie et d'un savoir de réparation, de réadaptation, de réinsertion, de correction. L'expertise doit traquer la part scandaleuse du crime, pointer l'inacceptable pour ensuite déterminer la juste réforme des conduites de l'individu. Foucault ajoute à ces différentes strates de la fonction experte une capacité de la procédure à faire du médecin un médecin-juge, puisque tout son travail consiste à préparer les causes manifestes de la condamnation. Et cette sorte de confusion professionnelle est en fait indispensable à l'éclatement du scandale criminel. Sans ce passage par la normativité éthique, le savant ne référait qu'à des taxonomies abstraites, des nosologies qui seraient détachées de toutes les contingences sociales. Il faut cette transgression, ce passage du savoir à la morale pour qu'éclate la puissance scandaleuse du crime surlignée par l'expertise. Dans la démonstration de Foucault, la chronologie est encore flottante. Entre la loi de 1810 et les affaires contemporaines qu'il cite, des transformations majeures ont affecté le processus d'expertise. Et le philosophe va s'efforcer de préciser les scansions de cette dynamique en reprenant et complexifiant les éléments qui sont brièvement évoqués dans Surveiller et punir. Il note en particulier que l'expert psychiatrique en matière pénale, si on reprend l'origine de l'expertise, c'est-à-dire dès les premières années de l'application du code pénal, dans les années 1810-1830, était d'abord un acte médical dans ses formulations, dans ses règles de constitution, dans ses principes généraux de formation absolument isomorphes au savoir médical de l'époque. Foucault discerne dans l'épaisseur des lois un glissement progressif. Il montre qu'au début du XXe siècle, placer les expertises médicales sur le même plan que tout le savoir médical de l'époque constituait ce mouvement de décrochage, ce mouvement par lequel la psychiatrie pénale s'était déprise de la normativité et avait accepté, accueilli et s'était trouvée soumise à de nouvelles règles de formation. Ce ne sont plus les logiques purement savantes du rapport aux faits que commande l'expert, mais l'ajustement au cadre prévu par la loi et les soubassements éthiques de cette dernière. Foucault pointe la vieille formule du code pénal, article 64, « Il n'y a ni crime ni délit si l'individu était en état de démence au moment de son acte ». C'est la pierre de touche de l'expertise pénale pendant tout le XIXe siècle. Ainsi, la circulaire Chaumier de 1905 demande à ce que les psychiatres établissent s'il existe chez le sujet criminel des anomalies mentales qui puissent être mises en rapport avec l'infraction en question. L'expertise participe d'une technique de normalisation qui a tout à voir avec le scandale. En formalisant des comportements attendus, en pointant des dysfonctionnements qui préparent potentiellement le crime, l'expert fait surgir en creux l'inacceptable du crime, sa dimension révoltante.
Il met au jour, ce faisant, un corpus de règles morales et sociales qu'il intègre à son analyse des sujets délictueux pour montrer comment leur attitude, bien avant leurs actes jugés, déroge à ces valeurs. Donc dans l'épaisseur des conduites ordinaires, Foucault identifie la place spécifique de l'expertise. Elle vient reconduire et systématiser l'homogénéité de la réaction sociale. Elle permet de mettre en place, ou en tout cas de justifier, l'existence d'une sorte de continuum protecteur à travers tout le camp social qui ira de l'instance médicale de guérison jusqu'à l'institution pénale proprement dite, c'est-à-dire la prison, à la limite l'échafaud. Le savoir requis par la justice ne caractérise ni exactement le malade, ni à proprement parler le criminel, mais il vient circonscrire un individu dangereux, si bien que l'expertise se fonde sur un noyau théorique double, articulant par exemple la notion de perversion d'une part, qui permet de couturer l'une sur l'autre la série de concepts médicaux et la série de concepts juridiques, et d'autre part la notion de danger d'individu dangereux qui permet de justifier et de fonder en théorie l'existence d'une chaîne ininterrompue d'institutions médico-judiciaires. Le grotesque des discours savants va naître précisément du rôle d'échangeur qu'exerce l'expertise pénale. Il est l'annulation du détenteur du pouvoir par le rituel lui-même qui manifeste ce pouvoir et ce détenteur. L'expert prend le visage du but, nous dit Foucault, puisqu'il ne peut exercer le terrible pouvoir qu'on lui demande d'assurer que par un discours enfantin qui vient le disqualifier comme savant au moment même où c'est à ce titre de savant qu'il est appelé. Et par un discours de la peur qui le ridiculise au moment même où il parle dans un tribunal à propos de quelqu'un qui est dans le box des accusés et qui est par conséquent dépouillé de tout pouvoir. Derrière ces mots qui paraissent ridicules s'organise en fait un transfert de l'institution judiciaire à l'institution médicale, des effets de pouvoir qui sont propres à l'un et à l'autre, à travers la disqualification de celui qui fait le joint. Pour rendre efficace la puissance judiciaire du cadrage comportemental de la criminalité, il faut que le scandale des actes soit traduit dans une langue aux confins du ridicule. La dépréciation quasi volontaire de la discursivité savante, c'est le prix à payer pour que la matrice des attitudes attendues devienne la référence. Tous les petits actes apparemment anodins que listent les experts pour décrire ces zones prétendument grises de la vie passée des criminels sont comptés sur le mode du répertoire insignifiant du grotesque. Pour scandaliser, pour faire apparaître les comportements irréguliers, il faut accumuler de minces indices de déviance. Les collecter ne suffit pas. Leur mise en récit, qui vise le probatoire tout en croisant l'absurde, a pour objectif de délimiter les valeurs admises et celles qui n'ont pas cours. Il est une conséquence induite de cette circulation incontrôlée des valeurs morales et des savoirs médicaux. On ne cesse depuis le début du XIXe siècle de voir revendiquer, et toujours avec plus d'insistance, nous dit Foucault, le pouvoir judiciaire du médecin ou encore le pouvoir médical du juge. Cette tendance très forte se caractérise par la revendication des juges pour la médicalisation de leur profession, de leur fonction, de leurs décisions. Et puis une revendication jumelle, celle de l'institutionnalisation en quelque sorte judiciaire du savoir médical. Et c'est cet entremêlement des compétences et des pouvoirs qui a pour corollaire ce désir de purification du processus judiciaire. Et Foucault remarque qu'au second congrès international de criminologie, qui a eu lieu en 1892, des propositions très sérieuses ont été faites pour la suppression du jury sur le thème suivant: le jury se compose de gens qui ne sont ni médecins ni juges et qui par conséquent n'ont aucune compétence ni dans l'ordre du droit ni dans l'ordre de la médecine. Mais alors, se demande Foucault, la véritable institution judiciaire, elle serait composée de quoi? D'un jury d'experts sous la responsabilité d'un magistrat. C'est-à-dire qu'on a le court-circuitage de toutes les instances judiciaires de type collectif qui avaient été mises en place dans la réforme pénale de la fin du XVIIIe siècle pour que se rejoignent enfin dans une union entière les médecins et les magistrats. Le philosophe précise que cet idéal a suscité bien sûr beaucoup d'opposition. Mais ce désir de réduire l'instance du jugement des crimes aux seules coordonnées juridiques et médicales traduit bien la double volonté de rappeler les conduites morales attendues et de travailler les parcours des accusés au prisme du scandale de leur comportement. En ce sens, le scandale est au principe de la démonstration de puissance de la justice, puisqu'il faut le caractériser pour juger les individus. La procédure judiciaire a mis en place un rituel qui fait que l'on n'arrive jamais devant les assises avec simplement son crime. On arrive avec le rapport de l'expertise du psychiatre et c'est chargé et de son crime et de ce rapport que l'on se présente devant les assises. Mais il y a plus, assure Foucault. Un certain nombre de dispositifs, comme les tribunaux pour enfants ou les services médico-psychologiques, qui soit mobilisent le contexte d'existence de vie de l'individu, davantage que l'acte lui-même qui a mené au jugement, soit scrutent au cours du déroulement de la peine l'évolution de l'individu, c'est-à-dire l'étiage de perversité et le niveau de danger que représente encore l'individu à tel ou tel moment de la peine. Pour faire surgir le scandale et accomplir son œuvre de signalisation des écarts à la morale admise, l'expert
viole dès le départ la loi. L'expertise psychiatrique en matière pénale ridiculise le savoir médical et psychiatrique dès son premier mot. Elle n'est homogène ni au droit ni à la médecine. Foucault assure que l'expertise qui vient s'insérer entre eux, assurer leur jonction, elle vient pointer là la gradation du normal et de l'anormal. En cela, elle se distingue du pouvoir judiciaire et du pouvoir médical pour affirmer la performativité d'un pouvoir de normalisation, qui serait son vrai rôle. Si l'expertise est étrangère au légal et au scientifique, c'est pour mieux fournir un certain nombre d'instruments de mesure et de rectification des comportements attendus. Elle doit donc débusquer l'irrégulier d'une société et de ses valeurs, créer le scandale, affirmer l'inadmissible, pour que se déploient enfin les puissances de redressement et de correction. Ce cours de Foucault en 1975 est essentiel pour saisir comment le philosophe a envisagé une chronologie renouvelée de l'expertise. Après que l'on ait écarté l'expertise jusqu'au XVIIIe siècle parce qu'elle pouvait faire surgir le scandale, à partir du XIXe siècle, c'est précisément sa potentialité scandaleuse que l'on requiert. Et l'on touche ici à la structure quasi anthropologique de l'expertise selon Foucault. Ce ne sont pas tant ses usages différents selon les configurations historiques qui importent, mais en quelque sorte l'immuabilité de sa puissance déflagratrice, sa capacité à produire le scandaleux, c'est-à-dire toutes les pratiques et les conduites socialement inadmissibles, condamnables, jugées dangereuses ou immorales, c'est le principe matriciel de l'expertise. Mais le philosophe va préciser la façon dont la langue même avec laquelle l'expert va décrire à partir du XVIIIe siècle ces conduites irrégulières est un effet proprement disciplinaire du pouvoir. La discipline, rappelons-le, chez Foucault, renvoie à une forme spécifique de pouvoir qui investit les corps, qui déploie un quadrillage serré des manifestations somatiques pour produire des comportements attendus. En 1974, alors qu'il participe à une table ronde sur l'expertise psychiatrique, Foucault avait montré comment le discours de l'expertise s'était chargé de normativité disciplinaire. Dans le fond, d'où viennent ces notions de dangerosité, d'accessibilité à la sanction de curabilité? Elles ne sont, nous dit Foucault, ni dans le droit ni dans la médecine. Ce sont des notions ni juridiques, ni psychiatriques, ni médicales, mais profondément disciplinaires. Ce sont toutes ces petites disciplines de l'école, de la caserne, de la maison de correction, de l'usine aussi, qui ont pris de plus en plus d'ampleur. Toutes ces institutions, en proliférant, en s'étendant, en ramifiant leur réseau dans toute la société, ont fait émerger ces notions qui étaient, au départ, incroyablement empiriques et qui se trouvent maintenant doublement sacralisées, d'une part par un discours psychiatrique et médical, donc apparemment scientifique, qui les reprend, et d'autre part par l'effet judiciaire qu'elles ont, puisque c'est en leur nom qu'on condamne quelqu'un. L'expertise ressortit donc d'une sémantique et d'une pratique disciplinaire. Elle vise les corps, les gestes, les mouvements, les passions et les pulsions. Son langage si grotesque est d'abord celui d'un pouvoir qui symptomatise les infimes irrégularités au quotidien. C'est ici un point de césure net qui émerge entre l'expertise de l'âge classique, juste écartée pour ne pas attirer l'attention, et celle qui est configurée par le code disciplinaire. Poursuivant et illustrant empiriquement sa thèse, Foucault va, dans le premier volume de son Histoire de la sexualité, interroger le rôle de l'expertise dans la production des discursivités relatives au sexe. Alors, il s'agit de chercher les foyers qui, à partir du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, nous dit Foucault, sont entrés en activité pour susciter les discours sur le sexe. Et en cherchant cela, Foucault identifie la médecine et la psychiatrie comme des domaines particulièrement dynamiques pour cartographier les pratiques sexuelles. La médecine parce qu'elle traite des maladies des nerfs. La psychiatrie, notamment, se met à chercher du côté de l'excès, puis de l'onanisme, puis de l'insatisfaction, puis des fraudes à la procréation, l'étiologie des maladies mentales, mais surtout, elle va annexer à son domaine propre l'ensemble des perversions sexuelles sous la forme de crimes énormes et contre nature, mais qui, vers le milieu du XIXe, s'ouvrent à la juridiction menée à des petits attentats, des outrages mineurs, des perversions sans importance. Enfin, nous dit Foucault, tous ces contrôles sociaux qui se développent à la fin du siècle passé et qui vont filtrer la sexualité des couples, des parents et des enfants, des adolescents dangereux et en danger. Comme dans le cas des crimes en général, la sexualité est examinée par l'expertise sous l'empire du normal et du moral. Le scandale des irrégularités fonde le principe même d'un discours juridique sur les accusés. Et visant les corps, les mouvements, leurs pulsions, la pratique de l'expertise vient souligner les écarts aux catégories axiologiques dominantes. Ces multiples dénonciations des comportements inconvenants,
pervers, inquiétants, viennent irradier les discours, intensifier la conscience d'un danger incessant, qui relance à son tour l'incitation à en parler. Pour illustrer son propos, Foucault évoque le cas d'un ouvrier agricole du village de Lapcourt, un peu simple d'esprit, qui en 1867 avait incité une petite fille à lui prodiguer quelques caresses. Les parents de l'enfant signalent l'agression sexuelle au maire du village, qui lui prévient les gendarmes. Inculpé, l'ouvrier agricole est soumis à un premier médecin, puis à 2 autres experts qui, après avoir rédigé leur rapport, le publient. Foucault retient de cet épisode la capacité de l'expertise à faire de l'agression sexuelle une intolérance collective et une action judiciaire. Il faut, pour que les faits irréguliers soient discernables, les construire en scandale. L'inacceptable, d'un point de vue moral et social, va constituer le gabarit argumentatif à partir duquel les médecins vont élaborer un discours sur les corps, leur conduite, leurs irrégularités, dont ils peuvent se rendre coupables. Le philosophe assure que ce ne sont pas seulement les experts qui entreprennent cet immense travail de correction. Il nous dit, on peut parier qu'à la même époque, l'instituteur de Lapcourt apprenait aux petits villageois à châtier leur langage et à ne plus parler de toutes ces choses à voix haute. Donc au fondement de cette expression de l'irrégulier, Foucault identifie l'aveu. Il voit dans cette structure narrative, héritée des pratiques religieuses, la matrice générale qui vient régir la production du discours vrai sur le sexe, quand bien même il a été considérablement transformé. Car après avoir été encastré dans la pratique de la pénitence, il vient de perdre sa localisation rituelle et exclusive et s'est diffusé. L'expertise psychiatrique est, pour le philosophe, un avatar de l'aveu. Jusque dans la procédure et le dispositif de codage des paroles irrégulières, la structure va rester intangible. Je cite Foucault, les motivations et les effets qu'on attend se sont diversifiés, de même que les formes qu'il prend, interrogatoire, consultation, récits autobiographiques, lettres. Ils sont consignés, transcrits, réunis en dossier, publiés et commentés. De plus, l'aveu, lorsqu'il est configuré en expertise, ne se contente pas de dire ce qui a été fait, l'acte sexuel, et comment, mais tente de restituer en lui et autour de lui les pensées qui l'ont doublé, les obsessions qui l'ont accompagné, les images, les désirs, les modulations et la qualité du plaisir qui l'habite. La grande différence avec l'aveu de la confession réside ici dans la publicisation volontairement codée des actes sexuels. Il ne suffit pas de rapporter des faits, de situer des gestes, de repérer des irrégularités morales. L'enjeu, là, c'est de parvenir à scandaliser, à rendre abominable, à signaler comme intolérable. La discipline qui s'étend sur la sexualité, en fixant des pratiques admises du point de vue social et éthique, prend parfois la forme d'un discours d'experts qui, sous couvert d'un vocabulaire savant, vient archiver les conduites, dresser les interdits et surtout discerner l'inacceptable. Alors en conclusion, je voudrais évoquer le fait qu'en reprenant le fil de toutes ces références de Foucault à l'expertise, il est possible de reconstituer une patiente analyse historique des usages du savoir dans la production d'un discours scandaleux. D'abord, dans l'histoire de la folie, le philosophe rapporte qu'à l'âge classique, l'expertise est congédiée, précisément parce qu'elle peut amener le scandale, révélant le potentiel subversif des catégories du dérèglement mental. Puis, dans son discours au Collège de France de 1975, Foucault se concentre sur la période qui court de la fin du XIXe siècle, jusqu'au XXe siècle. Et cette fois, l'expertise va être requise pour constituer un discours scandaleux. Se déprenant des schèmes de la raison scientifique, renonçant à une pratique savante, l'expert vient au tribunal, fournit un lexique complet des irrégularités. Il ne s'agit nullement d'établir des nosographies, des tableaux cliniques, des répertoires argumentés. Non, les termes employés viennent signaler des aberrations du comportement, des irrégularités, des écarts par rapport à un corps de valeurs morales et sociales que la justice est chargée de constituer en référence pour tout un chacun. Le rapport doit susciter le scandale, tout en empruntant au grotesque. Foucault situe donc l'expertise dans le domaine des pratiques disciplinaires, ce nouveau pouvoir fixé sur les corps, sur leurs mouvements, sur leur redressement. Et on comprend mieux pourquoi le philosophe s'en est tenu à la psychiatrie et à la médecine. Ce sont les corps de savoir qui font du corps et des manifestations somatiques les plus diverses le point d'achoppement de leurs compétences professionnelles. Les experts, en soulignant les conduites déviantes, finissent par prendre part à un vaste travail d'ajustement somatique qui émerge à la fin du XVIIIe siècle. Dans le cas de la sexualité, le philosophe rapporte ses indications médicales à l'ancienne pratique de l'aveu, esquissant une sorte de généalogie de la parole vive sur le sexe. Il pointe l'originalité du discours expert qui, en la matière, organise la manifestation du scandale. Sans construire de façon réflexive une théorie de la parole scandaleuse, Foucault on va dire, travailler l'expertise selon une diagonale historique très cohérente. Il a fait du discours de l'expert un révélateur
des propriétés morales de la réquisition savante. Écartée ou sommée de comparaître, l'expertise reste le surgissement d'une irrégularité décrite à l'aide d'un langage scientifique, mais sans toujours avoir un fondement rationnel. Ici s'esquisse une philosophie du scandale comme capacité discursive à faire surgir l'ensemble souvent incoatif de normes sociales et morales autour desquelles les pouvoirs en place, qu'ils soient politiques, judiciaires ou savants, s'organisent. Et pour qu'une irrégularité dans les manières de se comporter apparaisse comme telle, il faut en fait une lourde mobilisation de structures discursives qui viennent produire de l'écart, qui viennent produire de l'aberrant, de l'insoutenable. Et c'est à cet effort pour constituer du scandaleux que l'expert est tout entier mobilisé. Je vous remercie de votre attention.